Imaginez une flotte de guerre. Pas 3 bateaux rouillés dans un port de province. Non. La fierté d'un empire. Des cuirassés flambant neufs, des croiseurs, des destroyers, des centaines de canons, des milliers d'hommes, et un commandement qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. La nuit est noire. Mer du Nord. Tous feux éteints. Les silhouettes des navires glissent dans l'obscurité comme une procession de fantômes d'acier. Les hommes ont froid, ils ont peur, mais ils se rassurent en se disant qu'au moins, ici, loin du front, rien ne peut vraiment arriver. Jusqu'à ce que l'alarme sonne. Torpilleur japonais en vue. Personne ne se demande ce qu'un torpilleur japonais viendrait faire, exactement, au large de l'Angleterre, en pleine nuit, au milieu d'une flotte russe. Parce que la panique, ça ne pose pas de questions. La panique, ça tire. Les projecteurs s'allument. Les canons rugissent. Le ciel s'embrase de flammes et d'éclats. Pendant 20 minutes, c'est l'enfer. On charge, on tire, on crie, on jure, on croit voir des silhouettes ennemies partout. Certains marins tirent même sur les reflets de leurs propres mâts dans l'eau noire. Puis le silence retombe. Les torpilleurs japonais disparaissent comme ils étaient venus, par l'imagination. Sur l'eau, il ne reste qu'un carnage absurde. Des bateaux de pêche britanniques éventrés, des filets déchirés, des hommes qui ne comprenaient pas pourquoi le ciel leur tombait dessus alors qu'ils remontaient tranquillement leur morue. Bienvenue à bord de la seconde escadre du Pacifique. Une flotte condamnée avant même d'avoir levé l'ancre. Une odyssée de 29 000 kilomètres, faite d'incompétence, de paranoïa, de décisions absurdes. Une histoire tellement grotesque qu'on pourrait en rire, si elle ne finissait pas dans le feu et le sang. Voici, le voyage des damnés. La Russie est en guerre contre le Japon. Et, soyons clairs, la Russie est en train de perdre. À Saint-Pétersbourg, dans un palais saturé d'or, de velours et de courtisans, le tsar Nicolas II contemple des cartes qu'il ne comprend pas très bien. On lui parle de Port-Arthur encerclé, de cuirassés coulés, de garnisons affamées. L'Empire vacille, la presse gronde, les diplomates s'agitent. Alors, le tsar a une idée. Pas une bonne idée. Une idée de tsar. Nous allons prendre notre flotte basée en Baltique. La faire contourner le monde entier. Et elle ira sauver la situation en Extrême-Orient. Sur le papier, c'est grandiose. En pratique, c'est du suicide. Regardez la carte. Pas de canal de Panama. Le canal de Suez, trop étroit pour les nouveaux cuirassés. La flotte doit descendre l'Atlantique, contourner l'Afrique, remonter l'océan Indien, traverser tout ce que la géographie a inventé comme piège, pour ensuite affronter une marine japonaise déjà victorieuse, fraîche, disciplinée, sur son terrain. Et tous à 100 ports alliés pour se ravitailler correctement. Sans plan logistique solide. Avec des bateaux qui n'ont pas été conçus pour ce genre de marathon planétaire. On pourrait se dire. Personne ne va valider un projet pareil. Erreur. Dans les empires, surtout en 1904, on ne dit pas non à un tsar. On dit oui, majesté. Tout de suite, majesté. Et on prie en silence pour que le miracle vienne combler le vide entre l'idée et la réalité. Pour mener cette expédition, on choisit un homme. L'amiral Zinovy Rozestvensky. Un marin compétent, respecté, brillant artilleur. Mais aussi colérique, cassant, épuisé avant même de partir. On lui demande de faire l'impossible. Prendre des paysans qui n'ont parfois jamais vu la mer, les transformer en marins de guerre, et conduire cette masse flottante à l'autre bout du monde. Et pour corser encore un peu le défi, on lui donne une collection hétéroclite de navires. Quelques unités modernes. Et beaucoup de vieux croiseurs fatigués, de rafiaux rafistolés, de cuirassés qu'on surnomme déjà les fers à repasser qui coulent d'eux-mêmes. Sur les quais, le jour du départ, on aligne des fanfares, des drapeaux, des discours patriotiques. On parle d'honneur, de mission sacrée, de gloire à venir. Personne ne parle de la coque rouillée, des chaudières capricieuses, de l'impréparation totale. Personne ne dit au soldat qui embrasse sa mère en pleurs. Tu montes peut être à bord d'un cercueil. Parmi tous ces navires, il y en a un qui mérite une mention spéciale. Une légende flottante. Le Kamchatka. Officiellement, un navire atelier, chargé d'aider les autres. En réalité, un désastre ambulant. Dès le départ, le Kamchatka enchaîne les exploits. Dans un message angoissé, il signale qu'il coule. Panique générale. On se prépare à détourner des navires,
à organiser un sauvetage. Finalement, on découvre que non. Il ne coulait pas. Mauvaise interprétation. Mauvaise conduite. Mauvais tout. Un autre jour, au milieu de la nuit, il ouvre le feu sur des silhouettes suspectes. Ce sont des alliés. Le Kamchatka tire littéralement sur sa propre flotte. Heureusement, il rate à peu près tout. On ne saura jamais s'il faut dire « heureusement » parce que ses canons sont mauvais, ou « malheureusement » parce que, du coup, il survit pour continuer ses ravages administratifs. Et puis il y a ce message, presque comique, s'il n'était pas tragique. Indiquer la position d'une escadre de torpilleurs ennemis. L'amiral demande « Où les voyez-vous » Réponse du Kamchatka. Nulle part, c'était juste pour savoir. Voilà le niveau. Et pourtant, ce navire fait partie d'une expédition censée sauver l'honneur de l'Empire. Mais le vrai cauchemar, ce n'est pas le Kamchatka. C'est ce qui l'alimente, lui et tous les autres. Le charbon. Parce que l'Angleterre, maîtresse des mers, n'a aucun intérêt à voir une flotte russe triompher au Japon. Parce que l'Angleterre, maîtresse des mers, n'a aucun intérêt à voir une flotte russe triompher au Japon. Elle refuse donc l'accès de ses ports aux navires russes pour ravitaillement. Résultat, on surcharge. On entasse le charbon partout. Dans les soutes, dans les couloirs, dans les douches, dans les cabines des officiers. Des montagnes de sacs noirs envahissent chaque recoin. Les marins vivent, dorment, respirent dans la poussière de charbon. Ils la trouvent sur leurs assiettes, dans leurs draps, dans leurs poumons. Chaque inspiration est un compromis entre l'air et la suie. Les corvées de charbon deviennent un enfer quotidien. Pelleté après pelleté, heure après heure, sous des températures infernales dans les chaufferies. Les mains brûlent, les yeux piquent, la gorge s'enflamme. Certains tombent, tous du noir, s'effondrent. Ils ne verront jamais un seul Japonais. Ils meurent d'une guerre qu'ils mènent contre la machine elle-même. Quand la flotte descend vers le sud, les marins russes, habitués aux eaux froides, découvrent un nouvel adversaire. Le climat. Madagascar. Le nom fait rêver les géographes. Pour la seconde escadre du Pacifique, c'est un purgatoire. La flotte y jette l'ancre pendant des semaines. On attend des ordres, des renforts, des navires supplémentaires qui n'arriveront jamais, des miracles diplomatiques qui ne viennent pas. Le soleil tape sans relâche sur les coques sombres. À bord, l'air devient étouffant, saturé d'humidité, d'odeurs de sueur, de graisse rance et de charbon mouillé. Le moral s'effondre. Quand on ne sait plus pourquoi on souffre, on cherche au moins à s'occuper. Les marins commencent à acheter des animaux exotiques à terre. Des singes, des perroquets, des chiens, parfois même des bêtes qu'ils ne savent pas identifier. Peu à peu, les navires se transforment en eaux flottants. Sur les haubans, des singes grimpent plus vite que les gabiers. Dans les coursives, des perroquets hurlent des insultes apprises on ne sait où, se mêlant aux ordres hurlés par les officiers. Un serpent venimeux, ramené comme trophée par un officier trop sûr de lui, finit par mordre un lieutenant du navire amiral. Le médecin de bord essaie de sauver l'homme avec des moyens ridicules. La rumeur court que c'est un signe du destin. On n'est plus vraiment dans une flotte de guerre. On est dans une version maudite de « La croisière s'amuse », réalisée par un réalisateur sadique. Pendant ce temps, les lettres qui viennent de Russie sont de plus en plus rares, de plus en plus mauvaises. Port Arthur tombe. Les bases russes en Extrême-Orient vacillent. La flotte qu'on envoie sauver la situation apprend, au fil des rumeurs, que ce qu'elle est censée sauver n'existe déjà plus. Alors, la paranoïa s'installe. La rumeur devient un officier de bord à part entière. On chuchote que la flotte japonaise est partout. Qu'elle a infiltré les ports, les câbles télégraphiques, les nuages eux-mêmes. Une nuit, un navire signale des lumières suspectes. Panique. On prépare les canons. Les officiers sortent leurs jumelles. Les projecteurs fouillent le ciel. Verdict ? La planète Vénus. Un autre jour, c'est un nuage. Un simple nuage, une masse blanche sur l'horizon. Quelqu'un croit y voir la fumée de cheminées ennemies. Des canons se pointent, des hommes courent à leur poste de combat. On est à deux doigts de tirer. Sur, de la vapeur d'eau. Rozestvensky, au centre de cet océan de bêtises et de stress, se fissure. L'amiral a la réputation d'un homme dur, mais lucide. Là, il se retrouve coincé entre des ordres absurdes venus de loin, l'incompétence de certains de ses subordonnés, et la conscience aiguë qu'il mène une armée épuisée vers une machine de guerre japonaise qui, elle, sait exactement ce qu'elle fait.
Un jour, au milieu d'un énième faux signal, il explose. Il arrache ses jumelles. Et, dans un accès de rage mêlé de désespoir, il les jette par-dessus bord. Ce n'est pas seulement un geste de colère. C'est presque un aveu. Je ne veux plus voir ce qui arrive. À mesure que les jours passent, la flotte avance. Mais psychologiquement, elle recule. La peur ronge les nerfs. Les hommes dorment mal, mangent mal, respirent mal. Ils ne sont plus des soldats prêts à en découdre, mais des corps usés, pris dans un mouvement trop grand pour eux. Mai 1905. Après 7 mois de voyage infernal, la flotte russe arrive enfin en vue du détroit de Tsushima. Les coques sont encrassées d'algues et de coquillages, ce qui les ralentit encore plus. Les machines souffrent. Les hommes aussi. En face, l'amiral Togo les attend. Sa flotte, elle, est fraîche. Ses navires sont rapides. Ses équipages, entraînés. Ses coques, peintes en gris camouflage. Quand les Russes avancent comme une colonne de prisonniers, les Japonais, eux, se déplacent comme une lame. Les Russes, avec leurs cheminées peintes en jaune vif pour plaire à la cour, ressemblent à des cibles de stand de tir. On dirait presque que quelqu'un a pris un pinceau et a décidé d'indiquer à l'ennemi, visez ici. Togo hisse un signal simple, clair, terrible pour ses hommes. Le sort de l'Empire dépend de cette bataille. De l'autre côté, les Russes n'ont plus vraiment de slogan. Ils ont juste des ordres. Et l'habitude, depuis des mois, de les suivre même quand tout en eux leur crie que c'est une folie. La bataille commence à 13h45. Mais, pour les hommes sur les ponts, elle commence bien plus tôt. Elle commence dans ce silence étrange, juste avant le premier coup de canon, quand chacun sait que, dans quelques minutes, il peut ne plus exister. Les premiers obus japonais frappent comme des coups de marteau envoyés du ciel. Les Japonais utilisent un nouvel explosif, terrifiant, qui transforme les impacts en fontaines de feu et de métal. Les superstructures russes, surchargées de bois, de peinture, de matériel, s'enflamment immédiatement. Les marins se retrouvent pris entre le feu qui les lèche par le haut, les éclats qui les arrachent par le côté, et l'eau glacée qui les attend en dessous. Certains meurent debout, les mains encore sur les pièces d'artillerie. D'autres courent dans tous les sens, leurs vêtements en feu, cherchant un miracle qui n'existe pas. La précision japonaise est chirurgicale. Les Russes, épuisés, mal coordonnés, tirent souvent trop haut, trop bas, trop tard. Leur entraînement, improvisé à la va-vite pendant des escales tropicales, ne peut pas rivaliser avec des années de préparation méthodique. Le Borodino chancelle, prend feu, puis, lentement, se retourne, emportant avec lui des centaines d'hommes qui n'auront même pas le temps de toucher l'eau avant d'être broyés par l'acier. L'impérator Alexander III sombre avec tout son équipage. Pas un seul survivant sur plus de 800 ou 900 hommes. Rozestvensky lui-même est blessé à la tête. On le transporte, groggy, sur un destroyer. Il ne commande plus. Il ne dirige plus rien. Il est réduit au rôle de spectateur d'un film dont il n'a écrit ni le scénario ni la fin. Autour de lui, son œuvre brûle. Des années de construction navale, des millions de roubles, des discours patriotiques, des kilomètres de rubans de cérémonie, tout ça se transforme en épave fumante et en taches d'huile sur l'eau. La nuit tombe sur Tsushima comme un couvercle. Les combats se poursuivent par intermittence. Des navires russes isolés tentent de fuir, de se cacher, de se rendre. Certains sont achevés dans l'obscurité. D'autres, à court de munitions, baissent les pavillons. Au matin, le verdict est sans appel. La fière flotte de la Baltique, cette armada qui avait quitté l'Europe dans les fanfares et les discours, n'existe plus. 21 navires coulés. 7 capturés. D'autres désarmés, internés. Plus de 4000 marins russes morts, parfois sans comprendre contre qui ils se battaient vraiment, le Japon, ou la folie de leurs propres dirigeants. Pour les survivants, ce n'est pas seulement une défaite militaire. C'est une humiliation existentielle. Ils ont traversé le monde pour mourir au premier vrai combat sérieux. Ils ont porté pendant des mois la fatigue, la peur, les maladies, le ridicule, pour finir en cible dans un exercice de tir à balles réelles. Et ceux qui ont ordonné tout ça? Le tsar ne mettra jamais les pieds sur un pont de cuirassé éventré. Les bureaucrates qui ont signé les ordres ne sentiront jamais l'odeur du charbon brûlé, des chairs calcinées, des cordages trempés de sang. Pour eux, Tsushima sera un chiffre dans un rapport, un motif de négociation, un sujet de conversation dans un salon feutré. Pour les hommes qui ont été envoyés là-bas, c'est autre chose. C'est la certitude glacée qu'ils n'étaient pas des soldats,
mais des consommables. Qu'on les a embarqués dans une machine déjà cassée, en espérant qu'elle tiendrait juste assez longtemps pour sauver la face. Le voyage des damnés, ce n'est pas seulement cette route absurde autour de l'Afrique. C'est l'idée qu'un système entier peut préférer sacrifier des milliers de vies, plutôt que d'admettre qu'il a eu tort. Alors, la prochaine fois que vous vous direz que votre patron est incompétent, rappelez-vous de deux choses. D'abord, il y a toujours eu pire. Par exemple, l'amiral dont le navire tirait sur ses propres alliés et demandait où étaient les torpilleurs ennemis, juste pour savoir. Ensuite, que, parfois, l'incompétence ne se voit pas à l'échelle du bureau. Elle se voit à l'échelle de la mer. À l'échelle des cimetières. À l'échelle de ces épaves qui dorment au fond de l'eau, avec leurs histoires coincées sous des couches de rouille et de silence. Si cette odyssée vous a glacé le sang, abonnez-vous pour ouvrir le prochain dossier noir. Et dites-moi en commentaire. Quel est, selon vous, l'événement historique le plus stupide? Mais aussi le plus tragique? Parce que derrière chaque décision absurde, chaque erreur grotesque, il y a rarement un bon mot à la fin. La plupart du temps, il y a des hommes qui coulent.